Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Girard, le président d'Accenture pour la France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Quand on voit le couvre-feu en France, quand on voit toutes les restrictions sanitaires qui vont croissantes en Europe, interdiction des fêtes privées en Italie, confinement partiel, c'est où? C'est aux Pays-Bas. J'ai lu ce matin l'Irlande qui reconfine. D'un point de vue macro, après on parlera des sociétés, vos clients ou autres. Ces nouvelles mesures sanitaires qui sont là, évidemment, on l'a compris, pour limiter les interactions sociales, est-ce que ça risque de tuer dans l'œuf ce rebond de l'économie qu'on avait constaté cet été? C'est le risque? Alors, je reste positif. Alors, évidemment, il faut traiter la crise sanitaire, donc je comprends les mesures, mais même sur l'impact économique, je pense que le premier confinement a effectivement arrêté des choses. Il y a beaucoup de nos clients qui se sont mis à geler des projets, à gérer la bascule dans le télétravail pour assurer la continuité de service. Et là, il y a eu un vrai impact sur l'économie qu'on est en train de découvrir en ce moment, qui est grave, qui est significatif. Je pense que ce qui se passe maintenant, et je reste optimiste, mais je le suis par nature et aussi un peu par raison, je pense que ça n'aura pas le même impact parce que j'ai vu un élan à la sortie du confinement dans l'intégration de ce que ça voulait dire, cette pandémie, des impacts de cette pandémie pour tous nos clients, et le fait qu'ils réagissent immédiatement en lançant des projets. On pourra en parler de la nature de ces projets-là. Et je ne les vois pas les arrêter, là, parce que je pense qu'on voit l'horizon. Le président Macron parlait de l'été 2021. Un autre stop and go pour nos clients, pour l'économie, serait presque fatal. Donc, je ne crois pas et je reste positif. Il y aura des impacts. Le stop and go est pire que de vivre avec des mesures de restriction sanitaire pendant peut-être de longs mois. Le président a dit l'été, espérons-le, mais personne ne sait. On est dans un niveau d'incertitude maximale, toujours. Tout à fait, on vit dans un niveau d'incertitude, mais je dirais d'une certaine façon, on s'y est fait. La plupart de nos clients ont compris que l'horizon, ça ne servait à rien de faire des plans stratégiques à 3 ans pour l'instant, enfin pas tout à fait à rien, mais qu'il fallait regarder un peu plus près. Et encore une fois, ne pas arrêter une dynamique qui a été relancée en termes de projets, de programmes, de vision d'un monde qui change. Et donc, je reste positif sur le fait que cette dynamique-là sera peu ou pas atténuée par ce qu'on vit en ce moment avec le couvre-feu. Il y a des secteurs d'activité, évidemment, qui seront touchés de plein fouet. Je parle davantage là des clients d'Accenture qui sont, vous l'avez dit dans l'introduction, les grands de ce monde, les grands français, le CAC 40 en particulier. Et donc, vous voyez quoi donc, chez vos clients en ce mois d'octobre? Quel est l'état d'esprit, encore une fois? Parce que on voit partout, il y a des plans d'économie. La plupart, je crois que c'est l'Institut Montaigne qui disait que l'investissement allait baisser de moitié en France, 50% sur 2020. Voilà, on est toujours dans cette logique de couper dans les coûts, de réorganiser. Il y a une partie de l'agenda de nos clients qui est effectivement autour de ça. Mais je dirais il y a deux choses qui me frappent à la sortie du confinement. C'est la place de la technologie. Deux, le besoin d'être plus responsable dans les produits et dans les services que nos clients distribuent, manufacturent vers leurs consommateurs. La place de la technologie, elle a été cruciale pendant le confinement. On s'en est sorti grâce à tout un tas de gens comme les livreurs, les soignants, etc. Et aussi grâce à la technologie. On passe un peu vite là-dessus. La même crise il y a 5 ans, sans le cloud, sans les outils de sécurité qu'on a, sans cette maturité technologique qu'on a, c'était beaucoup plus compliqué. Là, 30% du PIB français en télétravail, quasiment d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre en mars-avril, c'est une belle performance d'agilité et de continuité de service. Tout le monde a intégré ça, tout le monde a intégré que il fallait être plus agile, il fallait être plus sécuritaire, il fallait être plus rapide dans tout ce qu'on faisait, les processus, la mise en marché de nouveaux produits. Et ça, c'est la technologie qui le fait. C'est le premier grand enseignement, pardon. Et tous les projets que je vois, toutes les conversations qu'on voit naître chez nos clients sont matinées de ces enseignements-là. Et le deuxième point, c'est plus de responsables et plus d'innovation au cœur de l'offre également. Les clients, les consommateurs, les collaborateurs, les citoyens, quels que soient les segments, ils veulent tous consommer, utiliser, vivre de façon plus responsable. Mais tout ça à budget constant ou avec plus d'investissement, encore une fois? C'est ça aussi le sujet. Alors, comment est-ce qu'on prépare l'avenir quand on est dans le brouillard comme ça? Parce qu'on a envie de se dire qu'on est dans une gestion à la petite semaine, ce qui est normal quelque part.
Alors c'est une vraie bonne question parce qu'effectivement, les deux éléments que je viens de citer, c'est-à-dire plus de technologie ou plus de responsables, ben, ça nécessite plus de CAPEX. Et donc ça nécessitera plus d'arbitrage de CAPEX. Et c'est pour ça qu'il y a des travaux sur la réduction des coûts. C'est pour redégager des moyens vers ces investissements-là pour qu'on puisse avancer sur ces deux directions-là qui sont fondamentales. Parce que si on ne les font pas, si on ne devient pas plus responsable ou si on ne devient pas plus agile, plus sécuritaire, cybersécuritaire, c'est l'entreprise elle-même qui est à risque, hein, c'est son futur elle-même. Donc, je pense qu'il n'y a pas le choix. On doit le faire et on doit dégager des marges de manœuvre pour le faire. Qu'est-ce que vous conseilleriez, Olivier Girard, à une entreprise qui n'est pas dans le bon secteur aujourd'hui, qui est dans le secteur des loisirs, vous devez en avoir. On est quoi? Elle est condamnée à attendre des temps meilleurs, espérer être encore en ville le moment où, voilà, moment venu, grâce au soutien de l'État. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quand on est dans un secteur comme ça? J'ai écouté ce matin le patron d'Accor, qui était sur Oui, France je l'ai Inter, entendu et c'est vrai que aussi. ça faisait froid dans le dos, quoi. Mais je pense qu'il faut se réinventer. Ouais, mais Euh, là, c'est une formule qu'on entend, mais quand on est le nez collé au guidon, qu'on a un chiffre d'affaires qui baisse de 50%, comment on fait pour se réinventer? non, évidemment des secteurs d'activité, l'aérien également, hein, qui sont en grande difficulté aujourd'hui. La solution, elle passera par évidemment profiter intelligemment le mieux possible du support des États pour traverser le mieux possible Ouais. ces crises-là, parce que ça, c'est un élément de réponse, c'est l'élément court terme, c'est la protection de l'emploi. Et puis, en parallèle, il faut absolument se réinventer, diversifier ses métiers, profiter des assets qu'on a et les valoriser différemment. Moi, je suis persuadé que la prochaine décennie, le maître mot, c'est de réinventer l'offre. Le mot que j'utilise pour la dernière décennie, c'est ce que j'appelais le complexe GAFA. Nos clients traditionnels ont fait un complexe GAFA et ont investi énormément d'argent dans ce qu'on pourrait appeler l'expérience client au sens large. Mm. Avoir une application dans votre portable, avoir un site internet, parler directement aux clients, avoir une expérience multicanal, etc. On a beaucoup travaillé ça sans changer fondamentalement l'offre. La chambre d'hôtel restait la même, la voiture restait la même, le prêt bancaire restait le même. Et je pense que cette crise-là ne fait qu'accélérer cette prise de conscience que la vraie différenciation, c'est l'offre elle-même. Demain, c'est la mobilité, c'est moins la voiture, la chambre d'hôtel. Monsieur Bazin parlait d'espace de coworking. On voit bien qu'il est dans ces sujets-là de réinvention complète de l'offre. La différenciation viendra de là, et c'est comme ça que nos clients traditionnels sortiront, ou sont en train de sortir de ce que j'appelais ce complexe GAFA. Et sur les secteurs qui vont bien, que la crise n'affecte pas trop, quels conseils on donne, hein? Ah bah, Ne pas se reposer sur ses lauriers? Pardon? De ne pas se reposer sur ses lauriers? Oui, tout à fait. La différenciation par l'offre Ça reste. ça reste le maître mot continuer à travailler sur ces modèles, sur son expérience client quand elle n'est pas au niveau de celle attendue par les consommateurs. Mais je pense que la différenciation par l'offre, elle touche tout le monde. Elle touche plus dramatiquement ceux dont l'activité, comme vous dites, plus de 50% arrêtée, et même ceux qui vont bien. Ouais. Est-ce qu'ils sont capables, aux clients, dans l'ensemble, de dater un petit peu la fin de cette crise sanitaire ou une ébauche de début de retour à la normale? Ou est-ce qu'ils se disent on ne sait pas finalement, voilà, ou est-ce qu'ils se disent 2021, 2022, ou est-ce qu'il faut peut-être s'attendre à cette nouvelle normalité dont on parle de plus Alors, en plus, vous sachant m'enlevez que les gens parfois on dit que les gens n'ont pas de mémoire aussi, donc il suffit peut-être qu'on ait un vaccin qui arrive plus tôt que prévu, soyons optimistes, et peut-être que tout reviendra comme avant, non? Non, nous, on pense qu'effectivement, pour reprendre votre mot, vous me l'enlevez de la bouche, on pense qu'on va rentrer dans un new normal, dans une période où il y aura un nouveau normal et où ce ne sera pas tout à fait comme avant. Il y a des choses qui vont rester de la crise, même s'il y a un vaccin, même s'il y a des solutions comme ça. Le meilleur exemple, c'est évidemment le télétravail. Même avec un vaccin, le télétravail va rentrer dans les mœurs bien plus qu'il ne l'était avant, parce qu'il amène tout un tas de choses, et il y aura d'autres éléments. La consommation sur Internet, même avec un vaccin demain, même avec le fait que des magasins, des centres commerciaux soient moins anxiogènes du point de vue de la circulation du virus, un quart des commandes sur Internet dans les 6 derniers mois ont été faites par des clients qui l'ont fait pour la première fois et qui vont rester des clients du e-commerce, et des catégories de produits qui n'étaient pas du tout consommés sur Internet le sont Par aujourd'hui. exemple, lesquels? Par exemple, la voiture, par exemple, l'immobilier personnel, par exemple, le luxe. Voilà, il y avait des vraies barrières avant. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Elles sont en train de tomber et je pense qu'on en découvrira encore. Donc, même s'il y a un vaccin, il y a des choses qui vont profondément changer dans la façon dont on travaille, dans la façon dont on consomme et on utilise nos produits et nos services.
Ouais, on parlait d'accélération de la transformation digitale, c'est devenu un lieu commun, mais ce n'est pas une façon, honnêtement, juste d'améliorer les coûts, ou pas seulement, si on devait... Non, non? Mauvaise accélération, langue d'abord, dirait ça. sur accélération, je voudrais revenir sur ça parce que c'est quelque chose qui me frappe et que je vis personnellement, mais je suis sûr que vous aussi, tous les jours. Les ROI des projets, avant, c'était 2, 3, 4 ans. Aujourd'hui, c'est 1 an. Ce que nous demandent nos clients, c'est les retours, c'est 1 an. Les plans stratégiques Mais étaient sur 5. c'est pas dramatique de stretcher encore plus, pardon, de rétrécir encore plus le temps? C'est vertueux parce que ça force la valeur, ça force l'expression de la valeur de façon plus forte. Il y a des projets, les projets dits d'infrastructure qui rentreront jamais dans ces schémas-là, évidemment. Mais c'est un dialogue vertueux, je trouve, parce que ça force à clarifier pourquoi on fait les choses, pour quelles raisons, pour quels bénéfices, que ce soit des bénéfices économiques ou des bénéfices dans la société où on fait les choses. Aujourd'hui, une entreprise avant se transformer sur une échelle de 10 ans. Aujourd'hui, c'est 5 ans. Les révolutions technologiques, le cloud, par exemple, c'est une révolution qui a démarré il y a quelques années, qui sera terminée dans quelques années, et dans un espace-temps qui sera 2 à 3 fois inférieur à celle d'avant. Donc, il y a une accélération incroyable. L'utilisation du temps réel dans la société, dans les sociétés, je veux dire, les processus, les chaînes logistiques, la prévision, qui est un art plus compliqué, on l'a dit avant parce que le monde est plein de brouillard, mais la prévision devient un processus encore plus important qu'on réactualise en permanence. Donc toutes ces dimensions-là font que la dimension accélération est très forte. Les entreprises qui gagneront seront celles qui iront le plus vite et qui seront prêtes à aborder ce changement-là, ces changements-là, le plus rapidement possible. Après, on a vu aussi le côté sombre hein, du digital, des réseaux sociaux, des cyberattaques, plus de digital, c'est-à-dire plus de cyberattaques aussi. Il ne faut pas non plus passer ça sous silence. Hein. Alors, je reste positif là-dessus parce que quand je vous disais tout à l'heure que c'est le triptyque cloud, sécurité, outils de collaboration qui nous a permis de traverser la période du confinement plutôt beaucoup mieux qu'on ne le pensait, ou plutôt beaucoup mieux qu'il y a 5 ans, il y a un chiffre qui circule assez peu, mais il y a eu entre 30 et 50% de cyberattaques en plus sur les entreprises. C'est évidemment, les cibles étaient de choix. Moi, à la maison aujourd'hui, et tous les télétravailleurs, on était des cibles privilégiées pour tous les cybercriminels de ce monde. Mais malgré cette augmentation du nombre d'attaques, je trouve que ça a plutôt bien tenu. On n'a pas entendu. Alors, évidemment, il y a toujours des cas d'entreprises touchées, mais malgré cette augmentation importante, je trouve qu'il n'y a pas eu un dérapage proportionnel de ces cyberattaques. Et aujourd'hui, voilà, ça fait partie aussi de ce cycle de maturité. Toutes les entreprises aujourd'hui ont bien compris que il fallait se protéger beaucoup plus. D'ailleurs, c'est bien plus qu'une affaire que de technologie. Et c'est un sujet qui est remonté très haut dans la liste des sujets de nos clients. Ouais, dans la liste des sujets aussi, Olivier Girard, il y a les faillites. Et il y a on a évité la vague de faillites. Hein. Certains, Cassandre, comme souvent, l'avait prédit. Mais bon, on sait que les aides sociales, fiscales de la puissance publique, évidemment, l'expliquent largement. Vous redoutez ou pas, je ne pense pas au CAC 40, évidemment, mais sur des boîtes plus petites, une vague de faillites ou pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'il y a des Parce qu'on secteurs n'a qui pas sont vu très touchés. encore. On a vu, mais pas vraiment. Pas à la mesure d'une récession historique de 10%. Non, bien sûr, on parle de 800 000 à 1 million de chômeurs, on parle dans des secteurs comme l'événementiel, comme la restauration, les chiffres sont très importants. Et donc, il faut absolument gérer ça. Mais le pire reste devant? Oui, voilà, c'est ça, le petit restaurant. Donc, Non, pardon, est-ce que le pire reste devant en Ah, termes mais excusez-moi. de faillite? Le, Ah oui, je pense on est encore dans une période où on va ouvrir les livres et on va comprendre qu'il y a des situations qu'il va falloir adresser dans les 6 mois qui viennent, bien sûr. Et je pense que la première chose, c'est d'accompagner. Et la deuxième chose, c'est de travailler en profondeur à l'employabilité. Jacques Attali parle d'économie de la vie dans son dernier ouvrage, et du besoin qu'on a de réaligner les forces vives, en particulier la jeunesse, vers les secteurs qui seront stratégiques et qui sont porteurs d'emplois à moyen terme et à long terme. Donc il y a cette double opération d'accompagner et entre guillemets, de reformer une grande partie de la situation sur ces nouveaux métiers-là. Nous, on est une grande boîte de technologie et on a chevillé au corps le fait que le numérique est une solution et une grande source d'emploi dans les 10 prochaines années, au-delà de ce qu'on pense aujourd'hui, au-delà de ce que les gouvernements et le monde éducatif pense. Il y a un énorme besoin de formation sur les métiers du numérique, pas seulement pour ceux qui vont rester, il y a des métiers qui vont changer, mais il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître sur lesquels on est loin d'avoir encore tout ce qu'il faut pour répondre à la demande. Ouais, après, quand on parle de relocaliser, je prolonge entre le sujet sur l'homme et la machine, comment les marier, quand on réussit à relocaliser, qu'on empêche
des délocalisations. On sait que quand il y a des usines avec beaucoup de robots et beaucoup moins d'humains. On marie les deux, mais dans des proportions qui ne sont pas celles du passé. Oui, mais la technologie qui est dans l'usine, vous avez raison, la technologie qui est dans l'usine, c'est elle qui est créatrice d'emplois. Ouais. Alors, Mais peut-être en quantité beaucoup moindre, avec des emplois de plus en plus qualifiés. D'où le lien avec ce que vous disiez avant. Dans l'usine, mais en dehors de l'usine, il faut des développeurs. Un robot, c'est un programme informatique. Donc, il faut des développeurs, il faut des testeurs, il faut des gens qui vont les versionner, il faut gérer la sécurité, il faut le positionner dans le cloud. Donc, la part de travail déportée qu'on voit un peu moins sur ce que j'appelle cette entropie informatique, non, elle n'est pas du tout négligeable, elle est très importante. Mais par contre, évidemment, c'est une réallocation complète parce que c'est autre chose que ce qui était fait dans l'usine avant. Et ça, on sait faire, on sait fabriquer, enfin former plutôt former voilà, des jeunes, ces compétences-là. On a les moyens à grande échelle, enfin je ne sais même pas dire si c'est à grande échelle qu'il faut le faire. Mais Il faut le faire encore plus, à mon avis. Vous voyez, nous, on est un professionnel de ce secteur-là, on est 500 000 dans le monde, on a reformé 300 000 de nos 500 000 personnes dans les 3 dernières années. Et on pourrait dire, on connaît ces métiers-là, c'est notre métier, on est des professionnels, on est un leader dans le monde sur ces sujets-là. Eh bien, 300 000 sur 500 000 avaient besoin d'être reformés dans les 3 dernières années. C'est vous dire pour le reste, je veux dire, de l'activité. Pareil en France, sur les 7 500, c'est la même proportion? C'est la même proportion. C'est la même proportion. Bon, on se quitte là-dessus juste. Donc, on se dit quoi sur la psychologie, encore une fois, de vos clients, qui sont des grosses boîtes, on le rappelle, hein, leur psychologie, encore une fois, vous qui les avez au quotidien, avec, encore une fois, sur fond de deuxième vague, on y est, quoi. Hein. Moi, je pense que la première partie, qui est une phase un peu de choc, hein, on a tous été confrontés à une situation totalement inédite mondialement. Cette espèce de sidération est passée. Ce nouveau monde est intégré dans leur modèle. Et aujourd'hui, ils sont en train de se doter des outils pour vivre, être en situation de compétition dans ce nouveau monde-là. Et je les sens plutôt, alors au bémol de certains qui sont très touchés, je les sens plutôt conquérants. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir été avec nous. Olivier Girard, donc, le président d'Accenture France, invité de la grande interview en direct. Merci à vous. À bientôt, Excellente au revoir. journée. Merci à vous.